Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toujours dans le métabolisme des glucides, on a vu déjà 3 voies métaboliques, la glycolyse, le cycle de Krebs, la voie des pentosphosphate. Cette fois-ci, on va voir la néoglucogénèse. Alors, le glucose, c'est une source d'énergie qui est nécessaire à toutes les cellules et indispensable aux cellules glucodépendantes, surtout le cerveau et les globules rouges, et aux cellules qui en anaérobiose dépendent de la glycolyse, par exemple le muscle. Donc les besoins quotidiens en glucose sont estimés à 120 grammes pour le cerveau et 40 grammes pour le reste de l'organisme. Lors d'une longue période de jeûne ou dans des périodes d'exercice physique intense, le glucose doit être formé à partir de sources non glucidiques, ce qu'on appelle la néoglucogénèse. C'est quoi la néoglucogénèse? On doit la définir. Donc, c'est une voie anabolique. Anabolique qui consiste en la biosynthèse du glucose à partir des précurseurs glucidiques, mais plutôt non glucidiques. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'elle est toujours active. Elle est ralentie en période postprandiale mais elle est importante dans le cas de jeûne prolongé, d'exercice violent et au cours du diabète. Maintenant, la localisation de cette voie, au niveau tissulaire, on le trouve dans le foie et dans le rein. 90% du glucose néoformé dans le foie et seulement à moindre degré, à environ 10%, on la retrouve dans le cortex rénal. Au niveau cellulaire, les réactions ont lieu dans la mitochondrie, dans le cytoplasme et le réticulum endoplasmique. Dans ce cas, on a 3 compartiments. Ce n'est pas comme la glycolyse au niveau cétosolique et la voie des pentosphosphate et le cycle de Krebs au niveau de la mitochondrie. Mais par contre, la néoglucogénèse, elle nécessite la mitochondrie, cytoplasme et réticulum endoplasmique. Maintenant, les précurseurs. On a dit que la néoglucogénèse, c'est une voie anabolique qui permet de former le glucose à partir des précurseurs non glucidiques. C'est le lactate et le pyruvate qui proviennent, qu'on le retrouve dans les globules rouges et les cellules musculaires, alanine dans les cellules musculaires, glycérol qui provient du catabolisme des triglycérides alimentaires, de tissus adipeux, et des lipoprotéines circulantes. On a aussi les aminoacides glucoformateurs et les intermédiaires de cycle de Krebs. On passe maintenant aux réactions de la gluconéogénèse. Alors, cette voie, elle utilise les réactions de la glycolyse mais en sens inverse. À l'exception des 3 réactions irréversibles, la première réaction, la 3e réaction et la 10e réaction. Les 3, elles sont contournées dans la néoglucogénèse par d'autres réactions qui rendent la synthèse du glucose thermodynamiquement favorable. Elle utilise aussi certaines réactions de cycle de Krebs. Alors, je m'explique, les 3 réactions Haddock, donc la néoglucogénèse, elle utilise les mêmes réactions que celle de la glycolyse, mais en sens inverse. À l'exception des 3 réactions, ils sont remplacés par d'autres réactions. Voici les réactions de la néoglucogénèse. Alors, lorsqu'on démarre du glucose vers le pyruvate, on appelle la glycolyse, mais on va commencer du bas. On va commencer du pyruvate. Du pyruvate, on monte jusqu'au glucose. Alors, lorsqu'on commence le pyruvate, là, si vous voyez bien, le pyruvate, il ne donne pas directement le PIP, c'est le phosphoenolpyruvate. Le pyruvate donc le pyruvate subit premièrement la réaction
de carboxylation en oxaloacétate catalysé par le pyruvate carboxylase. Par la suite, il subit l'action de PIP carboxykinase pour donner le phosphoénol pyruvate. Alors, si vous vous souvenez bien, le devenir de pyruvate, le pyruvate il rentre dans la mitochondrie par la pyruvate translocase pour subir cette carboxylation, pyruvate carboxylase. Donc, l'enzyme, elle se situe dans la mitochondrie. Et puis, la deuxième enzyme, la phosphoénol pyruvate carboxykinase, elle se retrouve dans le cytoplasme. L'oxaloacétate qui est formé dans la mitochondrie, il doit sortir vers le cytoplasme pour subir la réaction. On va commencer par la formation de PUP à partir de pyruvate. Alors, on a le début, la conversion du pyruvate en PUP, cette transformation se fait par l'intermédiaire de l'oxaloacétate. Alors, le pyruvate carboxylase est localisé dans la mitochondrie, on l'a déjà, et PUP carboxykinase est localisé, l'enzyme, elle est localisée dans le cytosol. Donc, le pyruvate, le pyruvate, nous le cytoplasme. Donc, il doit pénétrer dans la mitochondrie et l'oxaloacétate doit sortir. La réaction donc se déroule en deux étapes mitochondriales, une phase mitochondriale et une phase cytosolique. On va commencer par la phase mitochondriale, c'est-à-dire la carboxylation du pyruvate en oxaloacétate. La réaction je finis déjà, mais un détail à rajouter. Alors l'enzyme elle utilise la biotine, c'est la vitamine B8 comme cofacteur. Alors, l'enzyme, elle doit fixer la biotine, la vitamine B8, et en présence d'ATP, en présence de magnésium et l'acétyl-CoA pour permettre de fixer le CO2. Donc, on aura CO2, biotine, enzyme. Une fois on aura ce complexe, par la suite, elle permet de transformer son CO2 vers le pyruvate en présence de manganèse pour le transformer en oxaloacétate. Donc, on démarre d'une molécule à 3 carbones pour donner une molécule à 4 carbones, c'est l'oxaloacétate. La réaction, on appelle réaction anaplérotique. Pourquoi? Car elle génère de l'oxaloacétate. Alors, donc, le pyruvate, il rentre dans la mitochondrie pour le transformer en oxaloacétate. Alors, la réaction elle est anaplérotique car elle doit générer l'oxaloacétate pour la néoglycogénèse, pour avoir le glucose, mais elle doit le maintenir dans des concentrations suffisantes afin de permettre le bon fonctionnement du cycle de Krebs. Maintenant, on doit avoir toujours de l'oxaloacétate pour fonctionner le cycle de Krebs en même temps la néoglycogénèse. J'espère que c'est clair. Donc, remarque, l'acétyl-CoA, donc on applique l'acétyl-CoA nécessite l'activité de cette enzyme, est un effecteur positif puissant du pyruvate carboxylase. L'enzyme, elle est inactive si elle n'est pas complexée à l'acétyl-CoA. Cependant, si le cycle de Krebs est inhibé par les fortes concentrations en ATP et ou NADH, l'oxaloacétate sera utilisé dans la néoglycogénèse. Je m'explique. Maintenant, si la cellule dispose de l'énergie, maintenant on a une forte concentration en ATP et en NADH, le cycle de Krebs il est inhibé. Et si en parallèle on aura de l'oxaloacétate, il y a une forte concentration, l'oxaloacétate il sera utilisé pour former du glucose.
Une fois on a formation de l'oxaloacétate dans la mitochondrie, par la suite, il doit sortir vers le cytoplasme. Mais on a un problème. La membrane mitochondrielle interne, elle n'est pas imperméable au oxaloacétate. Donc, on aura 3 mécanismes possibles pour effectuer ce transfert, soit sous forme de malade aspartate ou l'acitrate. Voici un schéma qui explique ce mécanisme de transport de l'oxaloacétate. Alors, on a au milieu la membrane mitochondrielle interne avec des transporteurs, c'est des protéines intrinsèques. À droite, c'est la matrice mitochondriale. À gauche, c'est le cytoplasme. Bien sûr, la membrane externe, elle est perméable au oxaloacétate. On n'a pas de problème. Alors, on a la matrice mitochondriale, on a le pyruvate hadak. Il va subir la réaction de carboxylation pour donner l'oxaloacétate. C'est une molécule à 4 carbones. On a que l'oxaloacétate, il est imperméable. La membrane interne est imperméable au oxaloacétate. Du coup, on doit le transformer soit en malate, soit en aspartate. Le malate, c'est une réaction catalysée par le malate déshydrogénase. L'aspartate, c'est une réaction de transamination catalysée par l'aspartate aminotransférase qu'on appelle ASAT. Bien sûr, nécessite un acide aminé qui est transformé alpha-cétoacide. On va les voir après dans les protéines et les acides aminés. Une fois on a la formation du malate et l'aspartate, les deux hados peuvent traverser la membrane mitochondrielle interne par des transporteurs. On a l'aspartate et le malate dans le cytoplasme. Par la suite, on aura les réactions inverses. Les SRAF la mitochondrie pour former l'oxaloacétate. Et l'oxaloacétate, par la suite, il va continuer à subir les réactions de la néoglucogénèse. J'espère que c'est clair. Maintenant, la phase cytoplasmique. Donc, on a l'oxaloacétate dans le cytoplasme. Il va subir une décarboxylation et phosphorylation de l'oxaloacétate. Alors, l'oxaloacétate est transformé en PUP, c'est le phosphoinol pyruvate, suivant une réaction réversible en présence de GTP par la phosphoinol pyruvate carboxykinase. C'est une enzyme spécifique de la néoglucogénèse. C'est à noter. Alors, on a l'oxaloacétate dans le cytoplasme. On a l'enzyme qui est spécifique de la néoglucogénèse, c'est le PUP carboxykinase. Et bien sûr, elle nécessite de GTP pour donner le PUP plus élimination de molécules de CO2. Par la suite, une fois on a la formation de phosphoinol pyruvate, il va subir les mêmes réactions de la glycolyse, mais en sens inverse, catalysé par les mêmes enzymes jusqu'à fructose 1,6 biphosphate. Alors, cette molécule, au lieu de subir la réaction de PFK1, la glycolyse, elle va subir une fructose 1,6 biphosphatase parce que on doit arracher deux phosphates pour donner le fructose 6-phosphate. Bien sûr, sous l'action d'une isomérase, la même enzyme qu'on trouve dans la glycolyse, on va avoir le glucose 6-phosphate. Et pour avoir la réaction, la transformation du glucose 6-phosphate en glucose par le glucose 6-phosphatase, le glucose 6-phosphate, il doit rentrer dans le réticulum endoplasmique, transporté par un transporteur protéique spécifique dans la lumière du réticulum endoplasmique pour avoir l'hydrolyse en glucose par la phosphatase liée à la membrane endoplasmique. Voici un schéma qui va expliquer cette réaction. Alors, on a une membrane, c'est la membrane de réticulum endoplasmique. Le en haut, c'est le côté cytosolique.
Donc, et en bas, c'est la lumière du réticulum endoplasmique. Le cytosol, on a la dernière réaction, donc on a le glucose 6-phosphate. Il doit rentrer dans la lumière du réticulum endoplasmique par un transporteur T1 et pour subir l'hydrolyse par le glucose 6-phosphatase qui est lié à la membrane de réticulum endoplasmique pour donner un PI et le glucose qui vont être par la suite exportés vers le cytosol grâce à ces transporteurs T2 et T3. Donc vers la fin, on aura le glucose. Donc la néoglycogénèse est terminée. Une fois on a vu les réactions, le bilan énergétique est important. La glycolyse, on applique une molécule de glucose dans 2 molécules de pyruvate. Donc, on a besoin de 2 pyruvates pour donner une molécule de glucose. Alors, la première réaction, on applique la carboxylation de pyruvate en oxaloacétate par le pyruvate carboxylase. Elle va consommer une molécule d'ATP. Et la deuxième réaction, qu'on applique la transformation de l'oxaloacétate en PUP par le PIP carboxylinase, elle nécessite une molécule de GTP. Et les réactions, la glycolyse, si vous vous souvenez bien, la phosphoglycérate kinase qui catalyse la 7e réaction par la glycolyse qu'on applique, elle forme l'ATP. Et le contraire, on doit consommer une molécule d'ATP. Et le glycéraldehyde 3-phosphate déshydrogénase, elle catalyse la 6e réaction de la glycolyse qui fournit de NADH. C'est le contraire, on doit consommer une molécule de NADH, la néoglycogénèse. Du coup, puisqu'on a 2 molécules de pyruvate, donc le tout fois 2. Donc vers la fin, on a besoin de 2 molécules de pyruvate, 4 ATP, 2 GTP, 2 NADH pour donner une molécule de glucose, 4 ADP, 2 GDP, 6 PI et 2 NAD. Donc, on a besoin de 6 ATP qui sont dépensés pour la néoglycogénèse. Or, la glycolyse, elle produit seulement 2 ATP. Je passe maintenant au port d'entrée à la néoglycogénèse. On a 3 ports d'entrée des précurseurs dans la néoglycogénèse qui sont le pyruvate, les pyruvates, l'idium, lactate et l'alanine au niveau musculaire. Le phosphoénolpyruvate, c'est les acides aminés glucoformateurs dans le catabolisme rejoint les intermédiaires de cycle de Krebs, et le dihydroxyacétone phosphate il dit glycérol. Glycérol, par exemple, tissu adipeux. Je vais expliquer la néoglycogénèse à partir du lactate et de l'alanine. C'est le cycle de Curie et cycle de Fehling. Les gens qui suivent bien mes vidéos, j'ai déjà cité les 2 cycles HADO, le cycle de Curie et le cycle de Fehling dans le devenir de pyruvate. Si vous vous souvenez bien, l'origine du pyruvate il peut être origine glucidique et non glucidique comme lactate et alanine. Donc, dans la vidéo, je vais expliquer en détail. Alors, pour le cycle de Curie, on a ce schéma. On a le muscle, blood, c'est le sang, liver, c'est le foie. Alors, au niveau musculaire et en période d'activité intense, en condition d'anaérobiose, le muscle, il utilise le glucose pour fournir deux liaisons riches en énergie, de liaisons phosphate, donc 2 ATP, pour donner le pyruvate. Le pyruvate, il subit une fermentation lactique sous l'action de lactate déshydrogénase pour donner de lactate. L'intérêt, c'est pour régénérer le NAD+. Le lactate, une fois formé,
dans le muscle, il quitte le muscle et gagne le foie, où il va être converti en pyruvate pour rejoindre par la suite la néoglucogénèse, où il va transformer en glucose. Bien sûr, la néoglucogénèse, on a dit qu'on doit dépenser 6 molécules d'ATP, et le glucose qui est ultérieurement remis à la disposition des muscles. Et on aura par la suite un cycle, ce qu'on appelle le cycle de Cori. J'espère que c'est clair. Et au niveau des globules rouges, où la glycolyse est la seule voie du métabolisme du glucose, cette dernière est entretenue par la régénération de NAD grâce à la réaction catalysée par la lactate déshydrogénase, mais aussi la réduction de méthémoglobine grâce au méthémoglobine réductase. Les globules rouges produisent ainsi un peu de lactate et beaucoup de pyruvates qui sont repris par la néoglucogénèse hépatique. Maintenant, je vais expliquer le cycle de Feeling, c'est la néoglucogénèse à partir de l'alanine. La même chose au niveau musculaire et en pleine de contractions vigoureuses et en jeûne prolongé. Le muscle, il utilise le glucose pour produire de l'ATP. Donc, on aura formation du pyruvate. Et aussi, le muscle va utiliser les protéines. Leur dégradation donne de l'ammoniac. L'ammoniac plus le pyruvate subissent la réaction de transamination catalysée par l'alate pour donner l'acide aminé alanine. L'alanine, par la suite, quitte le muscle et rejoint le foie. Et il va subir la réaction de transamination, mais dans ce cas, en sens inverse, pour donner le pyruvate. Le pyruvate, il rentre dans la néoglucogénèse pour donner du glucose qui est ultérieurement remis à la disposition des muscles pour que donc vers la fin on aura un cycle, les mêmes réactions, donc c'est le cycle de Feeling. Maintenant on passe à la régulation de la néoglucogénèse, c'est important aussi. La glycolyse et la néoglucogénèse sont deux voies opposées fonctionnant de manière alternative selon la situation nutritionnelle. Leur fonctionnement signifie des signaux régulateurs permettant simultanément d'activer une voie et d'inhiber l'autre en fonction de la situation alimentaire et métabolique. Maintenant, les deux voies généralement, c'est deux voies opposées. Si l'une elle est activée, l'autre elle est inhibée. On ne peut pas avoir les deux en même temps. La régulation se fait de deux manières, allostérique et hormonale. On a trois enzymes clés. Le pyruvate kinase dans la glycolyse, contrepartie, c'est la pyruvate carboxylase et PUP carboxykinase. Si on a le phosphofructokinase 1, donc c'est le fructose 1,6-biphosphatase, glucokinase, glucose 6-phosphatase. Deux hormones clés, l'insuline, glucagon, adrénaline et le cortisol. Alors, on commence par la régulation allostérique. Donc, il y a devant moi un schéma qui représente à la fois la glycolyse et la gluconéogénèse. Alors, on a le fructose 6-phosphate qui va subir le PFK1 pour donner le fructose 1,6-biphosphatase. Par contre, la réaction inverse, c'est une phosphatase. Et le PUP, lorsqu'il est transformé en pyruvate par PFK1 pour la glycolyse, par contre, la néoglucogénèse, on a avec le pyruvate, et il doit se transformer en oxaloacétate par le pyruvate carboxylase, puis le PUP carboxylase pour donner le PUP. Pour la néoglucogénèse. Alors, on a déjà parlé sur la régulation de la glycolyse. On applique lorsque la cellule dispose de l'ATP, de l'énergie, donc l'ATP et le citrate, ils vont inhiber la glycolyse. En contrepartie, ils vont activer la néoglucogénèse.
Et la même chose pour l'AMP. L'AMP, donc, il va activer la glycolyse, donc, il va inhiber la glucogénèse. On a l'acétyl-CoA et il est nécessaire pour activer, pour rendre l'enzyme pyruvate carboxylase active. Donc, son augmentation, il va l'activer, donc activer la glucogénèse. Et le cours de la glycolyse, on a dit que le fructose 2,6-biphosphate, il va stimuler la glycolyse. Alors, le fructose 2,6-biphosphate, donc il dit la phosphorylation de fructose 6-phosphate par le PFK2, chez PFK1, PFK2. Alors, il faut savoir que le PFK2, qui catalyse la phosphorylation de fructose 6-phosphate en fructose 2,6-biphosphate, et l'activité et la phosphatase, le fructose 2,6-diphosphatase, c'est pas deux enzymes, mais plutôt deux activités qui sont assurées par deux domaines de la même protéine bifonctionnelle. Mais quand une activité est stimulée, l'autre est inhibée. Je m'explique. Généralement, c'est une seule enzyme عندها deux domaines. Un domaine va phosphoryler le fructose 6-phosphate en fructose 2,6-biphosphate. Un autre domaine, il va déphosphoryler. C'est une enzyme bifonctionnelle. Alors, lorsque l'enzyme elle est déphosphorylée, qui est active, on aura cette réaction. Lorsqu'elle est phosphorylée, on aura la réaction inverse. Voilà. Et en période postprandiale, on a un excès de glucose. Donc, si on a un excès de glucose, le fructose il va augmenter. Lorsque le fructose 6-phosphate il augmente, il va stimuler le PFK2. Donc, on aura augmentation de la concentration du fructose 2,6-biphosphate, ce qui stimule la glycolyse. Et si la glycolyse elle est activée, automatiquement la glucogénèse elle est inhibée. Maintenant, la régulation hormonale. En hypoglycémie, le glucagon et les catécholamines, généralement l'adrénaline, stimule l'adénylatecyclase et déclenche une cascade de phosphorylation par l'AMP cyclique, entraînant une phosphorylation de la protéine bifonctionnelle. Ceci active le fructose 2,6-biphosphatase, abaissant ainsi le taux de fructose 2,6-biphosphate qui stimule alors le fructose 1,6-diphosphatase par levée d'inhibition, donc stimulation de la glucose, inhibition de la glycolyse. Je m'explique toujours avec le schéma. Lorsqu'on a une hypoglycémie, l'enzyme, elle sera phosphorylée. Si elle est phosphorylée, donc c'est le fructose 2,6-biphosphatase qui est activé. Maintenant, on aura transformation de HADA en fructose 6-phosphate. Si HADA il diminue, donc il va stimuler la néoglucogénèse. Voilà. Par contre, en période postprandiale, si le glucose augmente, l'insuline sécrétée s'oppose aux effets du glucagon. Elle simule une cascade qui conduit à la formation de phosphodiestérase qui transforme l'AMP cyclique en AMP. Et l'insuline, donc, il va stimuler la glycolyse et il diminue la néoglucogénèse. La troisième régulation transcriptionnelle, certaines hormones affectent l'expression des gènes, essentiellement modifiant la vitesse de la transcription. Le contrôle transcriptionnel se manifeste plus tardivement que le contrôle allostérique. Le promoteur du gène de la PUP-carboxylinase qui contient des séquences régulatrices répondant à l'insuline, glucagon, glucocorticoïde et les hormones thyroïdiennes. Ça, c'est la génétique qu'on va voir après. Une fois on a vu la glucogénèse, la physiologie, le bilan énergétique et tout, on va parler sur les pathologies. Alors, le caractère typique de ces anomalies, généralement l'hypoglycémie, acidose lactique, cétose, hépatomégalie et une neurodégénérescence plus en moins. Je vais commencer par le déficit en glucose 6-phosphatase qui est très connu. Donc, c'est la maladie de Wenger type 1 qu'on a déjà cité.
Alors, c'est une maladie héréditaire à transmission autosomique récessive. On a deux types. Le type 1A, maintenant, on a le déficit de la sous-unité catalytique de cette enzyme, glucosylphosphatase. Par contre, le 1B, l'anomalie, oui, c'est le déficit en l'enzyme translocase qui est nécessaire pour le glucosylphosphate traverse la membrane et deviennent accessibles à l'action enzymatique. Maintenant, le premier cas, c'est l'enzyme qui est déficitaire. Le deuxième cas, c'est qu'il y a déficit de la translocase, c'est-à-dire la protéine qui transporte le glucosylphosphate dans le réticulum endoplasmique. Le diagnostic de cette maladie de von Gierke, c'est l'hépatomégalie, l'hypoglycémie, l'hyperactacidémie, l'hypercholestérolémie, l'hyperuricémie. Quand vous lisez tout ça, vous ne pouvez pas retenir. Mais si je vous explique par ce schéma, je sais que vous allez retenir très très bien. Alors, le glucosylphosphate, le glucosylphosphate c'est un carrefour. Il a plusieurs directions. Alors, le glucosylphosphate, il provient de glycogène. Par une dégradation du glycogène, on va voir après dans le métabolisme du glycogène. Alors, on applique la maladie de von Gierke, il y a un déficit de l'enzyme, donc le 1,1, de déficit de l'enzyme de glucose 6-phosphatase. Maintenant, on n'aura pas de glucose. Donc, en premier, on aura de l'hypoglycémie. Le niveau du glucose est très bas. Maintenant, une fois on a l'hypoglycémie, le glucose 6-phosphate, il va subir d'autres directions. Alors, il subit la glycolyse pour donner le triose phosphate. On a les triose phosphate, c'est glycéraldéhyde 3-phosphate et le dihydroxyacétone. Les dihydroxyacétone phosphate, il peut donner le glycérol. Ça, c'est un. Bon, la suite de la glycolyse, on est dans le pyruvate. Le pyruvate donne de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, il peut rentrer dans le cycle de Krebs et il peut aussi donner des acides gras et de cholestérol. Les acides gras plus le glycérol, il va nous donner des triglycérides. Les triglycérides et le cholestérol, donc on aura une hyperlipidémie mixte. Bien sûr, l'acide gras, il provient aussi de tissu adipeux. C'est le deuxième anomalie. Alors, on applique le pyruvate, il peut se transformer en lactate et alanine dans le muscle, au niveau musculaire. Donc, on aura une hyperalaninémie, hyperlactacidémie, acidose lactique. Voilà, ça c'est d'autres points. À la fin, on a parlé sur la voie des pentosephosphates. Si le glucose 6-phosphate augmente, il va suractiver la PPP. Donc le ribose, il augmente. On a oublié que le ribose est un précurseur des acides nucléiques. Qui dit acide nucléique, donc les purines, l'augmentation de purines, leur dégradation nous donne de l'acide urique. L'acide urique, lorsqu'il augmente, donc on aura une hyperuricémie à l'origine de la goutte. Voilà, je explique le diagnostic. Hépatomégalie, pourquoi? Parce que on n'a pas, il y a toujours du glycogène. Le glycogène n'est pas dégradé. L'hypoglycémie, on a expliqué déficit de l'enzyme. Hyperlactacidémie, hyperalanémie, parce que le muscle donne lactate alanine. Et hypercholestérolémie, l'IgM, l'acétyl-CoA, et aussi hyperuricémie, c'est la suractivation de la voie des pentosephosphates. J'espère que c'est clair. Le deuxième cas, c'est le déficit en pyruvate carboxylase. Elle est décrite en période néonatale. C'est une maladie génétique à transmission autosomique récessive et jamais chez l'adulte. Les symptômes, on aura hypoglycémie, acidose lactique lors de courtes périodes de jeûne, vomissements, mouvements anormaux. En résumé, l'anéoglycogénèse est le processus de synthèse de glucose à partir de substances non glucidiques. C'est une voie énergétiquement coûteuse. Elle emprunte la même voie de la glycolyse méthodique dans le sens opposé de celle-ci. La glycolyse et la néoglycogénèse sont régulées de façon réciproque
pour empêcher des cycles futiles qui gaspillent de l'énergie. Et voilà, on a fini pour la néoglycogénèse. J'espère tout. J'espère j'étais claire dans mes explications et j'espère j'étais à la hauteur de vous transmettre le message. Si vous avez des questions, vous me les posez dans les commentaires. Et s'il vous plaît, je vous demande d'inviter vos amis, vos collègues pour voir ces résumés qui sont vraiment en or. Et merci pour votre attention.